Bref, bah, écoutez, un grand merci à vous, en tout cas, de m'avoir suivi. On a perdu un peu de monde en cours de route, mais bon, en même temps, c'était très long et très dense, comme live, très, très pointu aussi, voilà, je sais pas exactement quel était le oui, ce serait pas très privacy de mourir en direct, je suis assez d'accord. Ça me regarde quoi, ma mort, non mais enfin ouais, c'est un gros sujet un peu technique, c'est vrai que pour un débutant complet, c'est un peu compliqué de démarrer par ça. Pour une personne qui commence à avoir quelques semaines ou quelques mois de bubble dans les pattes et qui se dit: «OK, là maintenant, je commence à comprendre un peu comment tout ça s'articule, j'ai envie de passer au palier supérieur», c'est assez enfin ouais, c'est assez incontournable de passer par là, et honnêtement, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de dev bubble qui ne connaissent pas tout ce que pas tous les points que j'ai expliqués aujourd'hui. Il y a dans les grandes lignes, oui, mais il y a un certain nombre de points assez spécifiques. Le fait qu'on puisse aller rechercher des des champs, même si on n'a pas accès à la valeur de ces champs, le fait que les autorisations s'additionnent, en prenant toutes les privacy rules qui s'appliquent et cetera. Enfin, c'est ouais, c'est assez technique, assez spécifique, mais vraiment essentiel. C'est vrai qu'on a pas mal parlé sécurité, d'accéder aux données et cetera, mais des privacy rules mal faites, c'est aussi, soit parce qu'il y a pas assez de règles et les gens ont accès à trop de données, soit parce qu'elles sont trop complexes pour le besoin et que du coup Bubble passe trop de temps à calculer alors qu'en fait on pourrait faire beaucoup plus simple. Ça peut nuire grandement à la performance d'une application. Donc voilà, heu, si vous êtes, entrepreneur, entrepreneuse, et que vous avez pour vocation juste de construire une application, celle de votre business, c'est peut-être pas la peine de chercher à tout comprendre. Juste, bah, assurer de revoir avec une personne qui s'y connaît le fait que vous n'avez pas fait de bêtises. Si vous avez pour vocation à faire du développement Bubble votre métier, poncez ça. Heu, il y a plein de manières de foirer un projet Bubble. Une des manières les plus courantes est de développer des trucs dont personne n'a besoin. Mais la manière qui fait le plus mal, parce que c'est celle qui peut avoir les plus importantes heu, répercussions, c'est les privacy rules. Parce que concrètement, moi j'ai déjà repris des applications de clients sur lesquelles les privacy rules étaient à peine ébauchés. Ça veut dire que la totalité de la base client était visible publiquement. Donc n'importe qui, avec franchement pas énormément de connaissances techniques, qui se pointe sur l'application et qui dit: «Eh, est-ce que j'ai la possibilité de récupérer tous les utilisateurs?» La réponse est oui. Ils peuvent récupérer les emails, toutes les informations des utilisateurs. Alors pas leur mot de passe, mais le reste, oui. Donc c'est hyper grave, c'est hyper grave et s'il y a quelqu'un qui exploite cette fuite, concrètement le client a la possibilité, le droit et même, enfin, il va logiquement se retourner contre le prestat parce que c'est pas acceptable. Voilà, j'ai déjà vu des apps livrées par des agences, qui étaient comme ça et c'est inadmissible. Vraiment, enfin vendre des missions professionnelles Bubble et ne pas définir des privacy rules ou alors juste, à la va-vite, des privacy rules qui ne protègent rien, c'est inadmissible. Donc voilà, faut vraiment, faire gaffe à ça. C'est pas forcément le truc le plus sexy, et et voilà, auquel on a le plus, envie de s'intéresser parce que c'est un peu ingrat. C'est sûr que quand on regarde l'interface ou même la base de données, c'est des choses concrètes qu'on manipule, on voit tout de suite les résultats. Les privacy rules, en fait, avant ça marchait, après ça marche. Il n'y a pas de gratification immédiate, mais heu, les conséquences peuvent être assez dramatiques. Alors Fubu nous demande: «Est-ce que ça peut se scraper?» Oui, si un data type qui a 0 privacy rules, n'importe qui, et il y a vraiment pas besoin d'être hacker, surdoué pour ça, n'importe qui peut récupérer toutes les données.
c'est ce qui était arrivé. Il y avait un gros scandale il y a quelques années, qui avait été analysé en détail par Flusk, justement, avec un site de rencontre dont j'ai oublié le nom. C'était un site de rencontre pour la droite, voire extrême droite, et ils avaient... Alors, est-ce qu'ils avaient développé eux-mêmes ou fait développer, je ne sais plus, mais ils n'avaient pas de privacy rules. Donc, sur un sujet quand même en plus sensible, site de rencontre, avec des affinités politiques, il n'y avait aucune protection des données. Alors forcément, ça avait... ça avait un peu fait le bruit dans le milieu, bon, ça n'avait pas fait la une du 20h, mais peut-être que je suis, ça pas à ma connaissance en tout cas. Mais voilà, dans le milieu technique, ça avait un peu fait parler. Et au-delà de la sphère bubble, ça avait fait attaquer Bubble par des devs, par des concurrents, etc., qui, plus ou moins honnêtement ou malhonnêtement, ont utilisé ça pour dire, pour taper sur Bubble en particulier, ou le no-code en général, alors que en vrai, là, c'est pas l'outil qui est à remettre en cause, c'est juste la compétence des gens qui ont développé ça. Donc ne soyez pas comme ces personnes-là. Après, comme dit Catherine, voilà, la CPM, c'est fait attaquer aussi. Le risque zéro n'existe pas en matière de cybersécurité et en matière de à peu près tout. Mais il y a une différence entre le risque zéro n'existe pas et je ne fais rien pour me prémunir contre quelque risque que ce soit. Et oui, donc Claire dit que Flusk avait fait une étude et que alors je sais plus quel était le pourcentage, mais c'était un pourcentage à 2 chiffres d'applications Bubble dont les données étaient publiques, sans privacy rules. Donc ne faites pas ça, potassez vos privacy rules. C'est pas sexy au début, mais honnêtement, quand on aime faire un peu de la gymnastique d'esprit et de base de données, c'est drôle aussi comme exercice. Moi j'aime bien en tout cas. Mais ouais, faut... Ouais, je reviens sur ce que disait Catherine, hein, voilà, sur les fonctionnalités que personne n'a demandé, qui en vrai serviront pas, mais qui font plaisir soit aux clients, aux donneurs d'ordre, soit aux développeurs, la développeuse, ça arrive aussi. Des fois, moi, je développe des trucs, souvent sur des apps pour moi, je fais pas trop sur les apps de mes clients, mais des fois, je me dis, ça va être utile ou pas? Franchement, je crois pas, mais en vrai, ça me fait kiffer de le développer, alors je le fais. Voilà, faut avoir le temps et être lucide aussi sur est-ce que vraiment c'est utile ou pas, parce que bon, si j'ai le temps de le faire et que ça m'amuse, je peux le faire, mais il faut aussi savoir se dire quand c'est pas nécessaire. Voilà, et ben écoutez, merci à toutes et tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, une ou deux questions pour... Alors Claire, on n'est pas censé le dire, que même quand on n'a pas le temps, on le fait les trucs marrants. Non, enfin... C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, le développement est un métier passion et on fait parce qu'on aime faire ça. Et c'est vrai que dans le développement, tout ne se vaut pas, tout ne nous fait pas vibrer de la même manière. Et il y a des trucs qui sont marrants à faire, d'autres non. Il y en a qui présentent des challenges et c'est important aussi de ne pas être juste là pour exécuter les trucs au plus près du brief client et au plus près du besoin exprimé par les utilisateurs. C'est aussi important de se dire je kiffe ce que je fais. Alors, c'est sûr que si vous passez les 3/4 de votre temps sur des trucs qui servent à rien et que personne ne vous a demandé, posez-vous des questions, mais ça peut aussi faire une vraie différence. Moi, je sais que le fait que je fais toujours le petit extra step, enfin, l'effort supplémentaire pour avoir le truc qui rend bien, qui est plus fluide, qui est plus performant, etc. Bah, c'est quelque chose que les clients apprécient beaucoup, parce que c'est une valeur ajoutée, c'est pas juste s'en tenir à ok, tu m'as demandé telle fonctionnalité ou tu m'as fait telle maquette, je le fais, j'ajoute le petit truc auquel ils avaient pas pensé, quoi. D'accord. Donc, fin du très très long suspense, puisque Catherine nous en parlait il y a 2 heures. Bubbleology, c'est le nom d'un bar à smoothie à Bulle, au Hall à Paris. Donc rien à voir avec Bubble, je suis déçu du coup, mais après peut-être qu'il est possible de se poser pour faire du Bubble à la Bubbleology, ce qui serait très classe, évidemment.
Mais ouais, je te rejoins Claire, sur le fait que les privacy rules sont vraiment un des aspects hyper intéressants de Bubble, au sens vraiment conception produit. Je conçois un produit, qui permet de faire des applis web, comment est-ce qu'on gère la sécurité? Cette réponse apportée, par Bubble sous forme de privacy rules, je trouve est astucieuse, intelligente, efficace. Elle a plein de limites en termes de conception de base de données. Ça oblige à faire des trucs pas très propres, des fois, du moins pas très propres du point de vue de Xavier et de toutes les personnes qui aiment des bases de données qui respectent les formes normales. Mais en attendant, c'est quelque chose d'assez unique. On ne sait pas forcément si la seule expérience qu'on a du développement web, c'est Bubble, mais les privacy rules, c'est pas quelque chose de standard dans le développement web. Ça n'existe que dans Bubble. C'est vraiment une exclusivité Bubble. Ça veut pas dire qu'il y a que Bubble qui gère la sécurité, les autres le font juste différemment. Mais je trouve que c'est effectivement un sujet très intéressant, et un sujet très intéressant qu'ils ont géré et bien géré dès le début. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'évolution significative des privacy rules, quoi. Donc c'est pas la dernière nouveauté. C'est vrai que Bubble évolue beaucoup en ce moment, mais pas de ce côté-là. D'ailleurs, ils évoluent très très peu côté back-end. C'est beaucoup plus sur le front et sur l'expérience de l'éditeur, là, surtout ces derniers temps. Et oui, je te rejoins aussi. Je confirme que, en fait, le simple fait que ça existe, ça oblige, du moins pour ceux qui se rappellent que ça existe, et pour ceux qui se rappellent pas que ça existe, c'est dont c'est le métier, honte sur eux. Pas d'autre manière de le dire. Mais voilà, quand on se rappelle que ça existe, ça oblige à se poser la question. Quand on est dans notre onglet data et qu'on est là, qu'on définit nos data types, on voit juste à côté la privacy, on se dit ok, j'ai défini mes data types, maintenant il faut que je définisse mes privacy, et ça oblige à se poser la question, à concevoir non pas uniquement les données, mais aussi la manière dont on va pouvoir y accéder, et je trouve ça effectivement très très vertueux. Voilà, et donc Catherine confirme que ces privacy rules sont efficaces. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de hacker une app Bubble. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Mais disons que si vous gérez bien ces privacy rules et que vous concevez bien votre app de manière générale, vous cochez beaucoup de cases en termes de sécurité. Pas toutes les cases, pour des raisons liées en partie à l'infrastructure de Bubble, qui n'est pas la meilleure du monde, au moins dans les grilles d'audit des grands groupes. Voilà, ils ont un certain nombre de critères qui souvent ne seront pas... qui pour certains ne seront pas validés par Bubble. Mais le fait qu'il y ait ces privacy rules, qu'il y ait des fonctionnalités comme ça pour vérifier, qu'il y ait maintenant Flusk qui permet d'auditer la sécurité, et le fait simplement qu'on soit sur un outil no-code hébergé, qui fait que l'infrastructure, toutes les attaques de type DDoS, la correction des failles de sécurité, etc., tout ça, je veux dire sur l'infrastructure, c'est géré par Bubble. Vous n'avez pas à vous en occuper. Et en fait, c'est un métier à part entière. Hein. Mettre en place, faire tourner et sécuriser un back-end, c'est un métier. Donc, en plus du développement. Donc, ne pas avoir à le faire permet de développer des apps de A à Z, alors que tout seul, ce serait un peu plus compliqué. Ouais, intéressant. Je le fais pas forcément comme ça, Catherine, mais parce que moi j'ai défini vraiment très très tôt. Mais disons qu'il vaut mieux ne rien ouvrir et ajouter au fur et à mesure plutôt que de ne pas mettre de privacy rules et de les ajouter à la fin. Le problème de faire comme ça, c'est que tu n'anticipes pas forcément et tu peux partir sur un schéma de données qui, in fine, se révélera inadapté pour ton besoin. Voilà. Que tu découvres en fait un peu au fur et à mesure du développement. Mais voilà, c'est des sujets assez intéressants que j'ai eu l'occasion de creuser pour plusieurs apps que j'ai développées pour des clients. Et
de manière assez constante, j'ai créé des usines à gaz trop grosses pour le besoin. Donc ça m'a permis de pousser très, très loin cette logique de privacy rules, mais aussi de me rendre compte qu'il fallait placer le curseur un peu plus intelligemment. Donc maintenant, j'ai une approche un peu plus frugale de ces privacy rules, le but étant d'avoir des choses plus simples que ce que j'avais tendance à faire un peu avant. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup. C'était très sympa seulement de partager, mais aussi d'échanger avec vous, avec vos questions, vos retours, vos ajouts, vos partages d'expériences qui ont vraiment, je trouve, enrichi beaucoup ce live et ce partage. J'apprécie beaucoup tous ces moments. Donc, il y a un live qui arrivera dans les prochaines semaines, probablement, où on gérera les cas d'usage qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Les réseaux sociaux, on va dire peut-être une demi-heure, et c'est réglé. Et après, peut-être un peu moins d'une demi-heure pour les réseaux sociaux, mais après, le point qui reste, c'est les workspaces. Et là, il y a moyen qu'il y en ait pour plus d'une heure aussi. C'est un très gros morceau aussi. Et oui, ce sera bien sûr sur YouTube. Là, on est vendredi, mais je partagerai sûrement ça lundi et mardi sur ma chaîne YouTube, Pierre Simonin, No Code. Allez, je vous dis... je vous souhaite une très belle fin de semaine, de journée, ou un très beau je sais pas quoi, en fonction de quand vous regardez ça en replay. Je vous dis à très très bientôt pour le prochain cas d'usage, et bien sûr, comme toujours, dans la communauté No Code France, sur Slack, sur Twitch, devant la caméra ou dans le chat, comme toujours. À très bientôt. Salut.